Projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Aujourd'hui, nous regardons comment cohabitent agriculture et apiculture au Congo et nous revisitons l'héritage du grand musicien nigérian Fela Kuti à travers le regard de notre invité. Mais tout de suite, voici le sommaire de votre magazine. Il a commencé par porter la cravate et vendre des crèmes de beauté dans son Nigeria natal, puis il a rencontré son destin à travers un grand musicien, le créateur de l'afrobeat Fela Kuti. Mabinyori Kayode Idowu est devenu un compagnon de musique et de lutte de Fela, mais aussi un grand témoin de la fameuse époque du Shrine, le célèbre club de Lagos et de la maison Kuti, la Kalakuta Republic, qu'il a tant fréquenté dans les années 70. Il est notre invité du jour. Le Shrine, à l'époque, il est situé 50 mètres de sa maison résidentielle. Et son quartier où sa maison résidentielle, c'est où il a transformé au Kalakuta Republic. L'apiculture, une source de bienfaits économiques et thérapeutiques en dépit de la cohabitation difficile des agriculteurs et des abeilles dans le bassin du Congo. Si les populations de Lindima pensent que nous avons fait quitter les abeilles à Pointe-Noire pour venir les tuer, pour les empêcher de faire leur chant, c'est Al-Choufou. C'est un problème de haine et de jalousie. Faire chanter, raconter l'Afrique, le rêve du guitariste et arrangeur breton Yoann Leferrand et de plusieurs artistes de l'ouest du continent s'est réalisé, cap sur une initiative qui présente un autre visage du quotidien sahélien. C'est vrai qu'au Mali, on est servi, et notamment avec des gens comme Tina ou Candy, c'est top. L'apiculture peut-elle contribuer à la préservation des forêts du bassin du Congo sans créer de tensions? En dépit de leurs nombreux services écologiques et de leur incontestable potentiel économique, les abeilles sont loin de faire l'unanimité dans les campagnes. Face à l'hostilité des agriculteurs inquiets de la nuisance que peuvent représenter les ruches, les apiculteurs tentent de convaincre les riverains de laisser une chance à cette filière garante de la préservation de la forêt. Notre correspondant Jean-David Miamlé s'est rendu sur place pour comprendre les enjeux. Regardez. Les forêts du bassin du Congo sont aujourd'hui menacées par la surexploitation. Pour préserver ce patrimoine naturel, l'apiculture a émergé dans la région comme une alternative efficace aussi bien sur le plan économique qu'environnemental. Mais la cohabitation entre apiculteurs et paysans n'est pas toujours facile, comme en témoigne Albertine Zewang, apicultrice. Pendant la saison sèche, d'autres qui travaillent leur champ, bon, ils mettent le feu, ils défrichent les champs, ils mettent le feu. Et puis le feu traverse aussi, ça arrive parfois dans nos sites. Alain Witi, apiculteur à Pointe-Noire, doit faire face aux rumeurs des villageois sur son activité. Les paysans sont persuadés que l'apiculteur veut s'emparer de leurs terres. Donc si les populations de Lindima pensent que nous avons fait quitter les abeilles à Pointe-Noire pour venir les tuer, pour les empêcher de faire leur chant, c'est Al-Choufou. C'est un problème de haine et de jalousie. Les agriculteurs de leur côté se défendent de toute mauvaise intention. Ils cherchent à travailler dans la quiétude, ce qui est difficile. Avec des abeilles très agressives, il s'agit de l'abeille africaine connue sous l'appellation Apis mellifera endosoni. Vivre avec les apiculteurs, c'est compliqué. Parce que eux, ils ont l'équipement adapté pour se protéger contre les piqûres des abeilles. Mais nous, n'en avons pas. C'est difficile de travailler dans le champ dans ces conditions. C'est pour cela que certains agriculteurs préfèrent mettre le feu pour faire fuir les abeilles. Les apiculteurs intensifient des campagnes de sensibilisation pour montrer les bienfaits de leurs activités. Le message semble passer auprès des agriculteurs qui apprécient la démarche. Les campagnes de sensibilisation se font. C'est grâce à ça que j'ai compris que les abeilles jouent un rôle important dans la production de mes produits agricoles. Mais tout le monde ne met pas en pratique ce qui est appris lors des sensibilisations.
Il y a certains agriculteurs qui continuent à utiliser le feu pour chasser les abeilles. Je conseille aux apiculteurs de continuer les sensibilisations. Cela pourrait être bénéfique pour les deux camps. Les abeilles sont considérées comme des pollinisateurs par excellence. En assurant la pollinisation du tiers des plantes, elles jouent un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire. Les abeilles sont aussi des sentinelles car leur état de santé est un indicateur de la qualité de l'environnement. Sans abeilles, pas de forêt, pas de nourriture. On a parlé plus que non le manioc, 4 ans après. Et nous allons disparaître comme, comment on appelle ça, comme des mouches. Et c'est vrai, je vous l'assure. L'apiculture en est aussi venue à représenter l'espoir d'une réelle alternative à l'exploitation artisanale de la forêt. Grâce aux revenus générés par la vente de miel et de produits dérivés de la ruche tels que la gelée royale, la cire ou la propolis, ce secteur peut devenir un facteur de développement et de lutte contre la pauvreté. C'est l'avis du sénateur Justin Gouma, promoteur de la plus grande coopérative d'apiculture au Congo, Yadi, avec une cinquantaine de membres pour près de 2,3 tonnes de miel l'an dernier. Vous savez, le baril de pétrole a une capacité de 159 litres. Le baril de pétrole. De 159 litres, si vous défendez bactéries, le baril, plus cher à l'origine, c'est 100 000 francs. Mais si vous mettez 159 litres de miel dans un baril, et vous dépendez même au plus petit prix de 5 litres, vous savez ce que ça fait? Ça fait 7 fois 800 plus que le baril de pétrole. Au-delà de son apport pour la préservation de la forêt et de son impact socio-économique, l'apiculture est à même de contribuer à l'amélioration de la santé de la population, d'après Hubert Nyompan, apiculteur à Berthois. Tous les 6 produits de la ruche sont en fait des médicaments, en commençant par le miel qui a 70% médicaments et 30% aliments seulement. Nous avons la propolis qui est un antibiotique, antiviral, antifongique et ainsi de suite. Nous avons le pollen qui décuple la mémoire. Nous avons la grande gelée royale qui renforce les défenses de l'organisme. À l'échelle de l'Afrique, la filière apicole connaît un coup d'accélérateur tant en volume de production et d'exportation qu'en technique novatrice, même si dans le bassin du Congo, l'apiculture reste réduite à une activité secondaire. La production de miel pourrait être une voie vers l'éradication de la pauvreté des agriculteurs en créant des emplois et en apportant un revenu complémentaire non négligeable. Nous retrouvons maintenant notre invité Mabinyory Kayode Idowu. Il a vécu la naissance de l'afrobeat, métissage du jazz, funk et musique traditionnelle africaine, mais aussi une étroite complicité avec son créateur nigérian Fela Kuti, disparu dans les années 90. Il était co-commissaire d'une exposition consacrée au célèbre musicien à Paris ces derniers mois. Derrière l'histoire de l'artiste unique qui était Fela, Mabinyory Kayode Idowu veut rappeler toute une période de lutte de l'Afrique contre le colonialisme, mais aussi la corruption. Pourquoi apporter aux jeunes générations cet héritage de pur afrobeat non édulcoré est urgent? C'est ce qu'il a expliqué à Laurence Soustras. Mabinyory Kayode Idowu, bonjour. Nous nous retrouvons sur les lieux de cette exposition consacrée à Fela Kuti dont vous êtes le co-commissaire. Comment est née l'idée de cette exposition? Actuellement, l'idée de l'exposition a commencé avec mes deux autres commissaires, Alex et Mathilde. Voilà, les deux, ils ont vu un concert de Femi et de là, ils ont parlé de l'idée de il faut chercher quelqu'un qui connaît Fela. Ils ont tous fait, chercher, demander à leur contact. Et bon, on m'a vu très actif dans les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, où je parle pas mal de l'histoire de Fela. Et comme dans les archives qu'ils ont consultées, ils ont vu pas mal l'apparence de mon nom.
Ils ont pris rendez-vous avec moi il y a 3 ans. Et puis voilà, on commence à négocier. Et bien sûr, je deviens le 3e commissaire pour l'expo. On leur présente un nouveau livre que je n'ai pas encore trouvé à maison édition, intitulé Fela Phenomenon and Legacy. Et grâce à ce livre-là, ça me fait comme un fil de conducteur pour préparer l'exposition. Et vous êtes donc un compagnon de Fela Kuti de la première heure. Qu'est-ce que vous teniez particulièrement à montrer de lui dans cette exposition? D'abord, à travers cette exposition, c'est pour montrer qui est Fela sans entrer dans l'histoire de Fela biographiquement. Voilà, Fela, c'est la réponse à la question du colonialisme en Afrique. Si on connaît, c'est même pas seulement la réponse, c'est la personnification de la réponse du colonialisme en Afrique. Et vous-même, dans votre parcours, Fela Kuti a été très important. Comment l'avez-vous rencontré? Je rencontré Fela en 1974. À l'époque, je viens de finir mon baccalauréat. Je voulais aller à l'université pour faire les études, soit histoire ou soit philosophie. Et je l'ai rencontré à travers un de mes collègues de l'école qui s'appelle Drew Ikujenyo et un autre ami à lui qui s'appelle Gary Okulemi qui finalement fait le dessin de toutes ces pochettes, 26 pochettes qu'il a dessinées. En tout cas, on se rencontrait avec Fela chez lui et puis en parlant avec lui, voilà, je lui ai expliqué que je voulais faire les études de philosophie. Et puis, il commence à rigoler de moi en disant, tu vas aller étudier le Socrate, Aristote. Et moi, fier de moi, je pensais que voilà, ils sont les meilleurs philosophes au monde. Je dis oui. Et puis, c'est où Fela, il a dit, est-ce que tu es au courant qu'ils ne sont pas les meilleurs philosophes au monde parce qu'il y a les bouquins qui racontent que tous les grands, Platon, Aristote et Socrate, ils ont tous pris leur connaissance chez les Africains noirs. C'est où je suis parti et je ne voulais plus aller faire mes études à l'université. Et voilà, j'ai trouvé ma université au Calcutta Republic. Et ça a eu une répercussion sur votre vie professionnelle parce que vous avez aussi abandonné votre emploi. C'est même pas abandonné, j'ai été viré. Parce qu'à l'époque, comme je vous dis, en 1974, Fela, il a sorti un album intitulé Gentleman. Et dans l'album, Fela, il a habillé son singe, nommé Jack. Il a habillé son singe en costard et cravate. Et moi, je dis, si la description de la musique de nos noirs en costard et cravate, c'est comme un singe, moi, je ne porte plus le costard et cravate. À l'époque, je travaillais dans une boîte qui vendait les crèmes de beauté cosmétiques. Et puis voilà, j'étais un de leurs représentants de sales representative, comme on dit. J'étais embauché, j'ai 19 je gagne 19 livres par mois. À l'époque, c'est beaucoup de l'argent pour un jeune homme de mon âge à 19 ans. Et puis, j'ai habité en plus chez mon tonton, qui fait que je n'ai pas le loyer. Et avec mon petit salaire, je vais constamment au shrine. D'abord, le soirée de Ladies Night et le Tuesday. Vendredi, Yabbies Night et Saturday Comprehensive Show. Bref, l'impact de le message de la musique Gentleman m'a forcé de vraiment penser que je ne peux plus continuer à porter le cravate dans la chaleur 30 degrés, 31 degrés. Et je commence à m'habiller en un costume africain comme celle-ci. Et les dirigeants de mon boulot, ils ne sont pas contents du tout de mon changement d'habillement en disant, parce qu'on nous met dans la tête qu'habiller en tradition, c'est quelqu'un qui n'est pas de culture, qui n'est pas, comment on dit, civilisé. Voilà. Et puis moi, je le contestais ça. Et puis, en plus, Fela, il me rend visite au lieu de travail qui fait qu'ils savaient que j'ai une liaison avec Fela. Et ça m'a donné un grand préjudice, on m'a viré. Se mobiliser,
réinventer, continuer à avancer. Pour nos 175 000 entreprises clientes en Afrique, nous sommes mobilisés. C'est vous l'avenir, Société Générale. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Flûte, peul, cuivre, chœur gospel, violon touareg et guitare. C'est une superbe conversation musicale que le musicien breton Johan Leferrand et de nombreux artistes d'Afrique de l'Ouest ont entamé à Bamako et poursuivi à Paris. De sa collaboration avec 6 artistes est né Yeko, un album de rencontres culturelles entre le Nord et le Sud qu'il décrit comme à contre-pied du climat identitaire actuel et des frontières infranchissables. Notre journaliste Nicolas Margeron l'avait rencontré en pleine répétition avec l'artiste malienne Salimata Traoré, dite Tina, la fille de la cantatrice Maïmouna Dambélé. Regardez. Dès les premières notes, la magie opère et les univers des deux artistes se rencontrent instantanément. Ça a été une belle expérience pour moi et Yohan, il m'a appris plein de choses. Je pense dans la musique malienne aussi, il a appris beaucoup de choses à travers moi. Et voilà, c'était un beau métissage entre la musique bretonne et la musique malienne. L'album s'appelle Yeko, qui signifie la façon de voir de chacun en bambara. Je viens de la musique bretonne. J'ai pas l'impression d'en faire dans Yeko, mais tous mes amis de Bretagne me disent « Ah, ça sonne breton ». Donc malgré moi, voilà, c'est en moi, je pense. Et ça m'a amené logiquement d'abord au jazz, aux musiques afro-américaines, les grooves afro-américains, le funk. Et puis après, le Mali, c'était une évidence quoi, par rapport à la danse, les grooves, notamment Wassoulou, qui pour moi, c'est comme l'ancêtre du funk, un petit peu. Et voilà, il y a quelque chose que j'adore dans la musique, c'est de voir la musique bouger devant moi, donc avec la danse. Ça, c'est une expérience qui est vraiment géniale en tant que musicien. Et c'est vrai qu'au Mali, on est servi, et notamment avec des gens comme Tina ou Candy, voilà, c'est top. Chaque artiste invité réalise ainsi un portrait musical en toute liberté, avec des thèmes empruntés au quotidien subsaharien. La chanson de Tina s'appelle Dounia, ce qui signifie le monde, la terre, en bambara. Dans la chanson, j'explique un peu tout ce qui se passe un peu dans le monde, comme la méchanceté, la guerre, les frères et sœurs qui s'entretuent. Pourquoi on ne s'aime pas, il y a plus d'amitié, il n'y a plus de sincérité dans l'amitié. J'exprime de la douleur au fait. Pourquoi tout ça? Pourquoi on ne peut pas s'aimer entre nous? La vie est tellement belle pour mieux vivre ensemble. Dans le projet Yeko, l'artiste voyageur a collaboré avec 5 autres artistes qui expriment chacun leur vision du monde à travers un portrait musical. Pour la chanson Yelema qui veut dire le changement, l'artiste burkinabèse Candy Guira s'inspire des catastrophes naturelles comme les incendies en Australie ou le tremblement de terre en Chine. Je me suis dit, mais pourquoi, pendant que la nature essaie de nous parler, pourquoi on ne se met pas à écouter et peut-être résoudre le problème qu'il y a en fait. Donc c'est la question, c'est l'inspiration qui m'est venue comme ça et je me suis dit, il faudra qu'on prenne la peine et qu'on prenne ce plaisir-là d'écouter la nature parce qu'elle nous parle. Elle nous parle pour qu'on puisse l'écouter et savoir qu'est-ce qu'il faut pour l'aider, pour qu'elle continue à nous supporter en fait. Chaque morceau est ainsi une rencontre singulière et authentique, tant en termes de création musicale que de personnalité. Le métissage, pour moi, ça rentre vraiment là-dedans, déjà, par nos différences.
Donc du coup, parce que lui, il a un tempérament assez posé. C'est quelqu'un qui est très posé. Je dirais c'est un tempérament terre, quoi. Il est, voilà, c'est stabilité. Et moi, je suis plutôt un peu, un tempérament un peu plus... hein? Eau ou feu, je sais pas, mais en tout cas, un truc qui bouge, quoi. Donc, ensemble, déjà, cette différence-là, ça s'attire. Et cette différence-là, justement, crée des choses magnifiques comme cette chanson-là. Et avec cette différence-là, on a réussi justement à se retrouver. Bien sûr, des fois, il y a des moments où c'est pas difficile, c'est pas facile, puisque moi, j'ai mes idées et lui, il a ses idées, donc je suis assez têtue, enfin. Donc, du coup, on est arrivé quand même à trouver la bonne version, parce que c'est quelqu'un qui est à l'écoute vraiment de l'artiste justement, avec qui il travaille. Il est toujours à l'écoute, même s'il a ses propositions qu'il donne après, on est d'accord. Mais c'est quelqu'un qui écoute beaucoup, vraiment, la sensibilité de l'autre. Effectivement, sur ce morceau-là, j'étais hyper content de... C'est toujours une surprise, quoi, ce que l'invité va amener dessus, et ça redonne une inspiration supplémentaire. Et voilà, et au bout d'un moment, il faut abandonner, quoi. C'est déjà bien, on arrête. Bah oui. Bah c'est ça le truc, il faut savoir arrêter à un moment donné, parce qu'à chaque fois, on a envie de parfaire. Ah non, tu sais, je pensais à ça, ah non, ça. Ainsi de suite. Si on n'arrête pas à un moment donné, on y sera encore. Donc, c'est ça qui est... Mais c'est quand même un bon signe, ça veut dire que le morceau, il est bien, quoi. Et c'est peut-être même plus que bien. Avec cet album, véritable miroir musical de ces contrées subsahariennes, Yoann Leferrand invite à écouter le message plein d'espoir d'un dialogue possible et harmonieux entre Europe et Afrique. Que devient l'héritage de Fela Kuti et le courant afrobeat aujourd'hui? Eh bien, il est plus vibrant que jamais et la France, qui a accueilli le musicien dans les années 80 pour un concert mémorable, ne l'a jamais oublié. Notre invité, Mabinyori Kayode Idowu, nous en dit plus. Écoutons-le. Est-ce que vous vous rappelez de l'atmosphère du Shrine à l'époque? C'était comment? Il y a deux choses. Il y a le Shrine et il y a la République du Kalakuta. Le Shrine, c'est le lieu où Fela joue régulièrement. En plus, à l'époque que je l'ai rencontré, le Shrine, à l'époque, il est situé 50 mètres de sa maison résidentielle. Et son quartier où sa maison résidentielle, c'est où il a transformé au Kalakuta République. Par contre, Kalakuta République, qui consiste de le Shrine et tout ça, c'est pas l'idée panafricaine de Fela. Quand je dis panafricain, ça veut dire société panafricaine avec la discipline panafricaine, l'idéologie panafricaine qui règne dans la tête de tout le monde. Kalakuta, c'est une rébellion artistique et sociale. Kalakuta République, on a toutes sortes de gens. On a les intellectuels, des gens qui pensent, et on a le braqueur de rue qui voulait se faire réhabiliter dans la société pour remettre dans le bon chemin. C'est pourquoi on a intitulé notre exposition Fela Nicolas Kuti Rébellion Afrobeat, parce que c'est une forme de rébellion artistique et sociale. Alors parlons du lien de Fela Kuti et de la France où il a donné un concert en 1980. Il reste très fort aujourd'hui, ce qui est un peu inhabituel parce que c'est quand même francophone. Alors on aurait pu imaginer plus Londres. Comment cela se fait-il et comment se traduit ce lien aujourd'hui? Pour répondre à cette question, il faut que je vous fasse un petit tour. Parce que depuis Fela, il a créé le style de musique afrobeat avec son explosion mondiale. À l'époque, aucun pays européen n'a vu une performance live. La plupart, c'était le reportage de les journalistes qui ont visité Nigeria, qui ont vu le concert de Fela quelque part en Afrique. Qui fait que le premier pays que Fela est arrivé en Europe avec le style de musique afrobeat, c'était en Allemagne. Le média, le coverage média, télévision, radio et tout ça, c'était controversiel parce que moitié de le public allemand le considérait Fela comme le nouveau Che Guevara. Et la moitié de le public de l'autre côté, vu qu'il est marié avec 27 femmes, le considérait comme un dictateur monarque, qui fait qu'on n'a pas eu un grand succès en Allemagne en 1978. C'est le seul pays
où on n'a jamais eu un souci et qui continue jusqu'à aujourd'hui, c'est la France. France, la terre d'accueil. France, la terre d'accueil. On nous avait programmé dans un truc pas loin d'ici à l'époque, il s'appelle Hippodrome de Pantin. Il y a un chapiteau de 10 000 places qui a été implanté à l'époque. Et Fela, il a joué devant cette public de 10 000 personnes, Manu Dibango, ils sont tous là. Et ça fait un grand impact. Et depuis, il n'a jamais cessé de découvrir Fela. C'est où, à l'époque, Jean-François Bizot de Nova Magazine à l'époque. À l'époque, il s'appelle Actuel Magazine. On a un grand couvrage, un grand exposure de Fela, son combat, dans ces journaux Actuel Magazine. Pareil pour l'Afro-musique de Manu Dibango, qui fait que, voilà, la France a toujours été notre terre d'accueil en Europe et ça reste toujours jusqu'à aujourd'hui. Revenons à l'afrobeat, c'est une musique qui se voulait un message, une arme pour dénoncer la corruption, les dictatures. Quel est son héritage aujourd'hui en Afrique? Par contre, ça c'est vraiment une question très triste. Triste dans le sens que, voilà, Fela, il a donné le parole à les artistes pour dénoncer la société à tous les niveaux, à travers sa musique. Bon, on n'a pas beaucoup de les artistes qui profitaient de ce dimension aujourd'hui. Par exemple, il y a l'afrobeat, qui n'a rien à voir avec la musique afrobeat. Afrobeat, c'est un mélange de la musique traditionnelle, juju, fuji, avec la musique électronique, qui n'est pas le cas de l'afrobeat. Afrobeat, comme nous savons, c'est une musique de combat, c'est une musique de le pauvre qui commence à travailler de lever de le soleil, et jusqu'à la fin de la soirée, et qu'il a même à peine 15 euros à la fin du mois. La musique de Fela, c'est la musique de les pauvres qui ne voulaient pas mourir silencieusement, qui voulaient résister, qui voulaient réagir. Bon, malheureusement, on ne trouve pas ça dans la musique d'aujourd'hui en Afrique. Pourquoi? Parce que voilà, déjà des gens qui ont présenté l'afrobeat soit en Europe, voilà, ils n'ont pas vraiment compris le message comme que je suis en train de faire passer aujourd'hui. Grâce à ces enfants et grâce à le mondial aujourd'hui, il y a le groupe Afrobeat, on a Antibalas à New York, on a Brésilien Afrobeat, on a Chinois Afrobeat. Je pense que petit à petit, ça revient aux scènes. L'Afrobeat, il va revenir dans le focus. Mamilori Kayode Idowu, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Mamilori Kayode Idowu ainsi que nos émissions sur notre site africaonair.com. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à liker, partager, commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous.